Certaines personnes sont impatientes d'obtenir du pouvoir, de la reconnaissance, de l'attention des autres, et donc se montreront particulièrement manipulatrices et agressives, plus que les autres en tout cas. En apprenant à observer les gens, en apprenant à observer leurs besoins et leurs désirs non satisfaits, on apprendra à mieux les reconnaître, à reconnaître justement l'agressivité. Par exemple, si certaines personnes posent un problème dans leur passé, s'ils ont un passé à problème, si ce sont des gens obsédés par le contrôle aussi par exemple. Mais par-dessus tout, ce qui nous amène dans ce chapitre-là, le chapitre numéro 17 du livre « Les lois de la nature humaine » écrit par Robert Greene, c'est d'abord et avant tout de savoir reconnaître et d'apprivoiser notre propre agressivité pour réussir à la canaliser et la rediriger vers un résultat et un travail productif. Comme vous le savez, Robert Greene aime beaucoup les histoires pour illustrer ses propos et aujourd'hui il nous amène à Cleveland, dans l'Ohio. Du coup, en 1857, un certain Maurice Clark, qui était un jeune Britannique arrivé aux États-Unis pour pouvoir faire fortune, voulait lancer son entreprise. C'était quelqu'un de très ambitieux et il prit comme partenaire un petit jeune du coin qui avait à peine 18 ans et qui, malgré tout, malgré son jeune âge, avait déjà une très très bonne réputation d'être un excellent comptable. Ce petit jeune s'appelait John Rockefeller et c'est son histoire qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, John et Maurice étaient deux opposés complets au niveau de leur personnalité. Maurice aimait bien aller draguer, il aimait bien aller faire la fête, il aimait bien les belles choses et tout ce genre de choses. Alors qu'au contraire, John, lui, il était beaucoup plus strict, il était beaucoup plus sobre, extrêmement férocement religieux. Et Maurice d'ailleurs lui reprochait souvent de s'habiller comme un banquier alors qu'il n'avait que 18 ans. Mais malgré tout, ils se sont associés et ils ont créé l'entreprise Clark et Rockefeller. Des rumeurs comme quoi des grands champs de pétrole avaient été découverts circulaient à Cleveland à ce moment-là. Du coup, Clark s'est lancé dans la raffinerie de pétrole. Il a créé une raffinerie, ce qui lui a permis de devenir riche d'ailleurs. Et quant à Rockefeller, lui, il passait tout son temps dans la raffinerie pour améliorer le matériel, pour améliorer la ligne de production, pour optimiser les processus. Il était devenu complètement obsédé par le pétrole lui-même. Il passait son temps à vouloir faire des agrandissements, à racheter d'autres raffineries, à acheter du nouveau matériel en permanence. Au point même que Clark commençait à regarder ça avec un mauvais œil, parce que même si la raffinerie était rentable, eh bien le prix du pétrole à ce moment-là, à cette époque-là, était extrêmement volatile. Il faisait du yo-yo en permanence, il y avait des hauts et des bas tout le temps. Du coup, évidemment, les prix et les profits de la raffinerie étaient eux aussi extrêmement volatiles. Clark n'aimait pas trop cela et du coup il a demandé à Rockefeller d'arrêter ses agrandissements et tout ça pendant quelques temps parce qu'il y allait un peu fort quand même. Et Rockefeller ne l'a pas écouté du tout, il est allé juste après demander 100 000 $ à la banque en investissement pour pouvoir réinvestir dans d'autres agrandissements, sans le dire à Clark en plus. Donc, au bout d'un moment, Clark en avait marre de l'attitude de Rockefeller et du coup, il a menacé Rockefeller de séparer l'entreprise en deux, de la scinder en deux et de faire son travail chacun de son côté. Et Rockefeller a semblé accepter l'idée spontanément. Il n'a pas du tout semblé être gêné par la proposition. Clark était un petit peu étonné de cela et donc n'y croyait pas vraiment. Il pensait que c'était du bluff. Sauf que Rockefeller de lui-même alors a organisé la séparation de l'entreprise ainsi qu'à organiser des enchères juste après pour pouvoir racheter les différentes parts de l'entreprise. Et comme Rockefeller avait cette manie de toujours mettre énormément d'argent de côté et ne pas les dépenser, contrairement à Clark, eh bien il a gagné les enchères très facilement et est devenu seul maître à bord. On se retrouve maintenant en 1871 avec le colonel Oliver Payne, qui est un ancien héros de guerre en fait, il a aussi plusieurs business à succès et maintenant il vise la mairie de Cleveland, il veut se faire élire. Et il y a à Cleveland à ce moment-là une entreprise, une organisation qui fait peur à tout le monde, qui réunit beaucoup de raffineries et de voies de chemin de fer, de compagnies de transport de chemin de fer. Et elle veut créer, cette compagnie-là, un monopole autour du pétrole pour pouvoir faire monter le taux d'emprunt et tuer toute la concurrence. Cette compagnie fait peur de plus en plus à Cleveland, du coup elle fait peur à tout le monde de plus en plus. Et cette compagnie est dirigée ni plus ni moins par John Rockefeller, qui a en fait renommé sa propre compagnie par la Standard Oil, qui est devenue alors à ce moment-là la plus grande entreprise de raffinerie du pays. Rockefeller arrangea une rencontre avec Payne à la banque.
Payne connaissait très bien Rockefeller, hein, ils étaient allés dans la même école. Il admirait aussi son sens des affaires, même s'il le craignait aussi pas mal, hein. Il connaissait bien la réputation de Rockefeller. Car en effet, Rockefeller avait une réputation d'être un compétiteur acharné, de mettre énormément de pression sur ses adversaires, quitte à les étouffer complètement. Ça ne le gênait absolument pas. C'était quelqu'un d'extrêmement mystérieux et secret. Tout en étant quelqu'un d'extrêmement poli dans la vie de tous les jours, il était aussi quelqu'un d'extrêmement agressif sur le plan du business, vous voyez. Et alors il proposa très calmement, très poliment à Payne de lui revendre sa raffinerie contre des actions Standard Oil. En voyant que Payne hésitait, Rockefeller lui a proposé, de manière tout à fait sympathique, de regarder dans les registres, donc le livre de compte de la Standard Oil. Intrigué, Payne regarda dans le registre et s'est aperçu alors que les profits et les marges de la Standard Oil étaient beaucoup plus importantes que ceux de sa propre raffinerie. Et il comprit alors que toute forme de résistance était inutile face à Rockefeller. Il accepta de revendre sa raffinerie. Et de cette manière, il rachetait raffinerie sur raffinerie en montrant son livre de compte à chaque fois comme argument. De sorte qu'à Cleveland, à ce moment-là, il y avait en tout et pour tout 26 raffineries dans toute la ville, et Rockefeller en possédait 20. À ce moment-là, il a décidé d'aller acheter d'autres raffineries dans d'autres villes du pays, en commençant à chaque fois par la plus grosse raffinerie de la ville, de sorte de bien faire comprendre aux autres propriétaires des autres raffineries qu'il n'y avait rien à faire, en fait, qu'il allait tous les avaler et que toute résistance était inutile. En 1875, Rockefeller possédait alors la majorité des raffineries du centre des États-Unis. Et il possédait même le monopole mondial sur le kérosène. Le kérosène qui était alors un produit pour l'éclairage. Aujourd'hui, on l'utilise pour les avions, mais bien sûr, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et même, il achetait et faisait construire aussi beaucoup de pipelines, c'est-à-dire que même les compagnies de transport de chemin de fer commençaient à craindre Rockefeller parce que, à cette époque-là, le pétrole transitait surtout par les voies de chemin de fer. S'il construisait des pipelines, alors les autres compagnies allaient préférer faire transporter leur pétrole via les pipelines de Rockefeller parce que ça leur coûterait moins cher que les compagnies de transport ferroviaire, qui commençaient à craindre Rockefeller pour ça. Et notamment la Pennsylvania Railroad, qui était une compagnie de transport ferroviaire, et dont le patron, Tom Scott, était particulièrement alerte. Il voyait bien que la Standard Oil commençait à monter comme ça, et il n'aimait pas ça. Pour pouvoir faire concurrence justement à la Standard Oil, il a alors créé son propre réseau de pipeline ainsi que ses propres raffineries, justement pour pouvoir concurrencer Standard Oil et travailler à l'affaiblir. Quand Rockefeller l'a appris, sa réaction a été assez inattendue. Il a fait fermer ses propres raffineries de Pennsylvanie pour pouvoir donner beaucoup moins de pétrole à transporter pour l'entreprise de Scott. Ce qui faisait que Scott perdait beaucoup d'argent en réalité. Évidemment, la Standard Oil perdait aussi beaucoup d'argent, mais un peu moins. Elle avait plus les reins solides, comme on appelle ça, plus de fonds propres, et donc elle pouvait encaisser plus de pertes que la Pennsylvania Railroad. Scott alors a dû renvoyer des centaines de cheminots et a baissé les salaires des autres. De sorte qu'il y a eu des grèves très importantes qui ont été violentes et brutales, sanglantes même. De sorte que même les grévistes détruisaient du matériel pour pouvoir se faire entendre. Scott, pour répondre, a été encore plus brutal, mais cela n'a pas suffi. Et ça a envenimé encore plus les choses, de sorte que même les actionnaires de la Pennsylvania étaient extrêmement nerveux, alors qu'à côté de ça, Rockefeller, lui, semblait complètement imperturbable. Rockefeller, continuait ses pressions, puisqu'il pouvait assumer de grosses pertes, ce qui n'était pas le cas de Scott, qui, au bout d'un moment, finit par arriver en défaut de paiement et dut tout revendre, ses raffineries, ses citernes, ses bateaux à vapeur, son réseau de pipeline, tout revendre à Rockefeller. Et dans le livre, Robert Greene nous dit que Scott ne s'est jamais remis de cette défaite et il en mourut à 58 ans. Quelques années plus tard, un ingénieur qu'on appellera Monsieur Benson, parce que j'ai pas réussi à retrouver son prénom, a mis au point une façon d'extraire de pétrole qui était moins coûteuse que ce qui se faisait auparavant. Et pour pouvoir transporter son pétrole, il voulait passer par un réseau de pipeline qui n'était pas sous le joug de Rockefeller. Benson alors trouva extrêmement facilement des financements pour investir dans son affaire. En réalité, tous les investisseurs du pays à ce moment-là soit craignaient, soit détestaient Rockefeller finalement.
Et du coup, dès qu'ils avaient une moindre petite opportunité pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de la Standard Oil, ils se jetaient dessus. Du coup, Benson créa la compagnie Tidewater. Et il était absolument évident à ce moment-là que Rockefeller aurait voulu mettre la main sur Tidewater. Et donc, il allait y avoir immédiatement une course contre la montre et une compétition acharnée entre la Standard Oil et Tidewater pour l'établissement du monopole sur le pétrole. Benson voulait transporter son pétrole depuis ses raffineries jusqu'à la côte. Et du coup, il voulait utiliser des pipelines pour ça et il devait les faire passer au travers du Maryland. Dès que Rockefeller l'a appris, il a fait en sorte de changer la législation du Maryland via des pots de vin pour que Standard Oil ait l'exclusivité totale des pipelines qui passaient sur cet état. Du coup, ok, Benson ne pouvait pas passer par le Maryland, du coup il a contourné le Maryland pour atteindre la côte. Du coup, s'en est suivi un autre problème, dès qu'il voulait acheter des terrains pour pouvoir faire passer ses pipelines, eh bien soit Rockefeller l'avait déjà acheté ces terrains pour l'empêcher justement de développer ses pipelines, soit il avait répandu des rumeurs sur Tidewater ou sur Benson lui-même, de sorte que les fermiers ne voulaient même plus vendre leurs terrains à Benson. Vous voyez le truc? En fait, Rockefeller semblait attaquer Benson de tous les côtés, tout le temps en permanence, tout en étant absolument invisible. Au final, le pipeline de Benson était absolument ridicule. Quand on regardait le paysage, en fait, il faisait des zigzags dans tous les sens. Des fois, il revenait en arrière pour repartir en avant, pour au final atteindre la côte. Mais il l'a finalement réussi. En 1879, il a atteint l'océan Atlantique, enfin. Et c'était une espèce de fête, en fait, une effervescence à l'époque. Quelqu'un avait enfin réussi à contrecarrer la Standard Oil. Quelqu'un avait réussi à battre Rockefeller. C'était incroyable. Pas du tout. Absolument pas. Au final, Rockefeller, pour contrecarrer ce problème, a rendu son propre réseau de pipeline quasiment gratuit finalement. De sorte que les autres producteurs de pétrole du pays utilisaient son réseau à lui, parce que ça coûtait beaucoup moins cher, plutôt que celui de Benson. De sorte que Benson n'a jamais réussi à rentabiliser le réseau qu'il venait de construire. Et du coup, lui aussi, au final, a dû tout revendre à Rockefeller. Mais Rockefeller ne s'est pas arrêté là. Un an plus tard, on est en 1880. La demande de kérosène augmente beaucoup parce qu'il y a à cette époque-là des petits radiateurs qui fonctionnent au kérosène justement. Alors ce qu'a fait la Standard Oil, c'est qu'ils ont placé des citernes de kérosène dans toutes les villes des États-Unis. Et alors Rockefeller a envoyé des vendeurs aux particuliers faire du porte-à-porte pour vendre des petits radiateurs mais à très bas prix. Ce qui bien sûr asphyxiait complètement les petits revendeurs de quartier. Et alors, dès que cela arrivait, la Standard Oil envoyait ces mêmes vendeurs aller voir et aller négocier avec les revendeurs en question et leur disait que effectivement ils acceptaient de ne plus vendre leurs radiateurs à très bas prix pour leur permettre de continuer d'exister, mais en contrepartie, eh bien, vous ne vendez plus que du kérosène Standard Oil et aucun autre. S'ils refusent, eh bien ce n'est pas grave, la Standard Oil créera elle-même un magasin de revente dans la même rue que les revendeurs en question, mais avec des prix beaucoup plus bas. Et attendez, c'est pas le tout, puisque à un moment donné est apparu sur le marché un producteur de pétrole qui s'appelait la Republic Oil. La Republic Oil, du coup, s'était fait une spécialité de revendre son pétrole à tous celles et ceux, tous les revendeurs qui haïssaient Rockefeller. Sauf que Republic Oil était elle-même une filiale de Standard Oil, elle avait été créée par Rockefeller lui-même. Il s'est fait beaucoup d'ennemis comme ça. Dans notre histoire, 20 ans ont passé maintenant. Rockefeller n'est plus à la tête de la Standard Oil, mais c'est devenu le premier milliardaire au monde, le tout premier, l'homme le plus riche du monde, le tout premier milliardaire. Et il fascine le public. Il fascine autant qu'il est détesté en fait. Et évidemment, il a énormément d'ennemis qui font eux-mêmes des recours en justice en permanence pour essayer de casser le monopole de la Standard Oil. Le public avait une image de lui absolument terrible. C'était un monstre, c'était le mal incarné, c'était un vampire. Et pourtant, l'homme n'avait jamais changé. Il était toujours resté le même sobre, poli, maniéré, propre sur lui et pas du tout sanguin finalement. Et avec les années qui passent, il est devenu finalement le philanthrope le plus généreux de sa génération, le plus grand philanthrope au monde même carrément. Et du coup, le public changea d'opinion sur lui. Il a même accepté au final de dissoudre la Standard Oil en plusieurs grandes compagnies pour ne plus avoir de monopole sur le pétrole.
Sauf qu'en fait, ce n'était qu'une façade. Il avait en réalité accepté de dissoudre la Standard Oil parce qu'il avait découvert des failles dans la loi qui le permettaient au final de contrôler quand même le marché du pétrole malgré tout. L'interprétation de Robert Greene de cette histoire, c'est que, en l'espace de 30 ans, Rockefeller est passé du bas de la société vraiment à celui de l'homme le plus riche du monde. Et il n'était pas particulièrement intelligent, il n'avait pas vraiment de talent ou de créativité. Il doit en réalité tout son succès, d'après Robert Greene, à sa seule volonté implacable et absolue de vouloir tout dominer, tout posséder et surpasser tous ses rivaux. Il voulait absolument exploiter toutes les opportunités possibles sur son chemin. Bref, il avait ce que Robert Greene appelle l'énergie agressive. Et c'est une énergie qui pousse ceux qui l'ont à vouloir tout contrôler. Dans une industrie, par exemple, comme celle du pétrole, cela pousse les gens à vouloir mettre des standards absolument partout et, à terme, sur le long terme, ils ralentissent l'innovation. Le père de John Rockefeller était un escroc connu. Il partait pendant des mois faire des escroqueries en laissant derrière lui sa femme et leurs 4 enfants. Et lorsqu'il revenait, c'était l'abondance. Il y avait plein d'argent d'un seul coup, mais en même temps, le père était très cruel et violent. Puis après, il repartait pendant des mois et laissait sa famille dans la pauvreté absolue finalement, avant de revenir et le cycle recommençait comme ça en permanence. Au final, le petit John a vécu dans un environnement extrêmement instable. Le petit John eut beaucoup d'anxiété sur l'argent lorsqu'il était petit. Il avait vraiment un besoin maladif d'ordre et d'environnement prévisible. Et du coup, il s'est vraiment immergé dans la comptabilité. Son contrôle rigoureux au final sur l'industrie du pétrole n'était pas grand-chose d'autre qu'une réaction au comportement de son père lorsqu'il était petit. Et pourtant, c'était quelqu'un de très religieux, ça peut être étonnant, surtout aux États-Unis. Mais d'après Robert Greene, en fait, il a fait comme ce que font tous les gros agressifs, c'est-à-dire il se raconte une histoire à lui-même. Il s'est raconté une histoire à lui-même de sorte que son amour de l'argent n'entre pas en contradiction avec sa spiritualité. Il s'est raconté en fait que sa quête du pouvoir, sa quête d'argent servait en fait une cause plus grande. Il s'est raconté en fait que le fait de faire énormément d'argent était un signe de la grâce de Dieu et qu'il pourrait alors aider sa communauté. Il pensait qu'amener de l'ordre dans l'industrie du pétrole était une mission divine. Il était en réalité en croisade pour amener des prix bas, prix du pétrole bas et prévisibles à tous les Américains, plutôt que des prix extrêmement variables et volatiles. Il a changé en fait dans sa tête l'idée que le monopole de la Standard Oil était en fait une conviction religieuse. Et cela lui permettait de justifier en fait tous les agissements qu'il avait envers ses rivaux, même les agissements illégaux, la brutalité, le fait de déclencher des grèves, les pots de vin, etc., etc. Et toutes ces choses-là, en fait, malgré tout, il pensait réellement et croyait véritablement qu'il faisait le bien. Il jugeait ses rivaux par leur body language, donc c'est-à-dire par leur gestuelle, par leur expression faciale, etc., etc. Et il essayait vraiment d'apprendre ce que ses rivaux aimaient en fait, c'est-à-dire pourquoi est-ce que eux cherchaient de l'argent. Est-ce qu'ils aimaient paraître riches, c'est-à-dire avoir de l'argent pour acheter des jolies maisons, des yachts, ce genre de choses, pour nourrir leur ego en fait quelque part? Ou par ailleurs, ceux qui cherchaient juste la facilité, eh bien il analysait qu'ils n'étaient pas prêts à se lancer dans des longues batailles prolongées. Et donc Rockefeller arrivait vers eux, très poli, très élégant et tout ça, pour leur offrir une porte de sortie facile. Avec Clark par exemple, il était volontairement irritable, il le mettait en colère volontairement, justement. Parce que lorsqu'on est en colère, évidemment, on a tendance à prendre des décisions hâtives et irrationnelles. Quant à Payne, eh bien, Rockefeller avait bien compris qu'il était gourmand et vaniteux, et donc le fait de lui offrir un joli titre et de l'argent, et puis il le laissera tranquille. Quant aux propriétaires des autres raffineries, eh bien, Rockefeller s'organisait pour qu'il soit trop émotionnel pour réfléchir. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'en arrivant avec son livre de compte pour montrer à quel point ses marges et ses profits étaient plus importantes que les leurs, en fait, ça créait chez les propriétaires des autres raffineries trop d'émotions, en fait. Ah, il va nous bouffer quoi qu'il arrive. Et donc, là, il devenait peureux en fait, c'était l'anxiété, la peur qu'il créait chez eux, ce qui les empêchait de réfléchir correctement. Alors qu'en réalité, Rockefeller aussi était soumis à la volatilité du marché et il n'était pas tout puissant du tout.
Scott, par contre, était un obstacle beaucoup plus coriace, car il détestait Rockefeller, il détestait la Standard Oil. Et donc Rockefeller a mis énormément de cash de côté pour préparer une guerre d'usure. Benson, par contre, lui, était un autre obstacle encore, parce que lui, il voulait être la première personne à battre Rockefeller. Et du coup, le fait de mettre des obstacles sur sa route le faisait essayer encore plus fort, finalement. Mais malgré tout, c'était une exception. Tous les autres, quasiment, pour toutes les autres personnes, tous les autres rivaux qui se mettaient en travers de sa route, il avait plus ou moins la même stratégie, c'est-à-dire le fait de les forcer à se précipiter. Clark, par exemple, n'a eu qu'une seule journée pour préparer l'enchère de la société. Benson et Scott étaient mis sous une pression absolument permanente. Vous voyez l'histoire. Votre tâche comme étudiant à la nature humaine, c'est d'abord et avant tout de stopper le déni de votre propre tendance agressive. Tout le monde est agressif, au moins un peu, ou au moins a une tendance agressive, à différents niveaux selon les gens évidemment, mais l'idée ici c'est d'apprendre à identifier et canaliser votre tendance agressive en travaillant et en finissant les choses patiemment. Vous devez alors analyser la manière dont vous utilisez cette énergie d'agressivité là justement. Et pour ça, vous pouvez vous observer vous-même. Par exemple, lors des moments où vous êtes dans des moments de frustration, de grande tension ou d'incertitude, les moments où vous perdez le contrôle, voyez, eh bien, est-ce que vous avez tendance à vous mettre en colère, par exemple? Ou alors, est-ce que vous internalisez cette colère et vous avez tendance à être déprimé? Ou alors encore, est-ce que vous avez tendance à faire des choses que vous regrettez après? Analysez ce qui vous a poussé à faire ces comportements-là. Analysez aussi comment est-ce que vous avez rationalisé ces comportements-là a posteriori. Parce que oui, je le rappelle, mais le cerveau, notre cerveau, lorsqu'il prend une décision, prend des décisions toujours et systématiquement sur des bases émotionnelles. Et seulement après, dans un second temps, trouve des éléments rationnels pour valider notre décision de base. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, on a l'impression de baser nos décisions de la vie de tous les jours sur des éléments rationnels. Mais en fait, non. C'est notre cerveau qui nous joue un tour en réalité. Nos décisions sont toujours basées sur des émotions, strictement, systématiquement. Les neurosciences l'ont très très bien démontré et il n'y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas a priori, sauf pour des cas psychiatriques très lourds, de décisions purement rationnelles. Les décisions rationnelles, ça n'existe pas, définitivement. Du coup, pour en revenir à notre histoire ici, essayez de décrire, de trouver quelles ont été les émotions qui vous ont traversé durant ces phases-là, justement de grande frustration, de colère, de peur. Quelles ont été les émotions en premier lieu et essayez d'imaginer de vous rappeler comment est-ce que vous avez rationalisé la chose après coup. Et ce petit exercice-là vous permettra de beaucoup mieux vous connaître vous-même. Vous devez admettre que vous voulez avoir de l'effet sur les gens, voire même du pouvoir sur les gens. Et que pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de développer vos compétences sociales, de devenir plus patient, plus résilient. Et ce genre d'agressivité contrôlée, vous voyez, vous permettra de faire de grandes choses. Vous devez être un maître dans l'art de détecter les patterns d'agressivité autour de vous. Arrêtez de vous concentrer sur les mots de ce que les gens disent, mais beaucoup plus, portez une attention beaucoup plus importante sur leur gestuelle, sur leur voix, sur la manière dont ils parlent ou la manière dont ils bougent, sur tout ce qui est non-verbal, vous voyez. Parce que tout ce qui est non-verbal nous permet de mieux comprendre les émotions que traversent ces gens-là lorsqu'ils parlent, vous voyez. Par exemple, lorsque quelqu'un est tendu comme ça, il aura tendance à faire des gestes beaucoup plus rapides, vous voyez, à parler plus rapidement aussi, mais avec une manière un peu différente. Alors que quelqu'un qui est beaucoup plus relax, vous voyez, il va avoir tendance à parler plus lentement, à avoir des gestes plus lents aussi, exactement. Et quelqu'un qui est extrêmement enthousiaste aussi, vous voyez, eh bien lui aussi va avoir une façon de parler plus rapide et faire des gestes plus rapides, mais ça sera quand même assez différent de la personne tendue, vous voyez, tout ce genre de choses. De sorte qu'au bout d'un moment, à force de se concentrer là-dessus, vous arriverez à ressentir l'agressivité des gens. Évidemment, il faut être tolérant avec les gens, bien sûr. Nous-mêmes ou vous-même, vous êtes agressif de temps en temps. Vous avez été agressif dans le passé et vous le serez à l'avenir aussi. Et c'est quelque chose qui est normal. On a tous des moments de fatigue ou des moments de pression qu'on essaye d'exprimer d'une manière ou d'une autre. Non, ce qu'il faut vraiment observer, ce sont les gens qui ont vraiment des patterns d'agressivité, c'est-à-dire des schémas comportementaux qui reviennent souvent et qui sont agressifs justement. Ce que Robert Greene ici appelle les agresseurs chroniques.
Et ici, Robert Greene nous fait un petit descriptif de ce qu'il appelle des agresseurs chroniques. Ce sont des gens qui ne supportent pas les critiques, qui ne supportent pas être challengés, et ils ont une tendance à vouloir contrôler les choses. Par exemple, ils se présentent très souvent comme étant des militants, ce qui leur permet de justifier leur agressivité quelque part. Ou alors ils se présentent aussi comme des victimes, c'est de cette manière-là dont on arrive assez facilement entre guillemets, évidemment ça dépend des gens, à les reconnaître la manière dont ils se justifient. Par exemple, beaucoup d'entre eux se font passer pour des victimes et ils ont tendance à mettre un peu en scène justement leurs agressions pour pouvoir avoir l'attention des autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les véritables victimes, les gens qui se sont fait réellement agresser d'une manière ou d'une autre, ont tendance à être honteuses, ont tendance à ne pas en parler et à garder ça pour elles parce qu'elles ont honte justement de s'être fait agresser. Du coup, les gens qui ont presque plaisir, qui prennent presque plaisir à mettre leurs agressions en avant et à jouer les victimes justement, il vaut mieux s'éloigner de ces gens-là. Débarrassez-vous de votre déni de l'agressivité. Pour être honnête, c'est une partie du livre que j'aime bien, parce qu'il bat en brèche certaines croyances. Bon, Robert Greene nous dit ici en gros que la tendance à être agressif est quelque chose de naturel chez les êtres humains, qu'on a tous ça en nous, mais que beaucoup de monde refuse de voir ça en face, refuse de regarder leur propre agressivité en face, et développe certaines croyances justement comme quoi, autrefois, on ne sait pas quand c'était autrefois exactement, mais autrefois les gens étaient plus gentils. Qu'il y a très longtemps, au temps des chasseurs-cueilleurs, nos très lointains ancêtres, eh bien, les tribus et les sociétés étaient pacifistes en fait finalement, en harmonie avec la nature. Et que c'est notre société actuelle, capitaliste, qui a changé la nature des hommes, les faisant devenir agressifs et égoïstes. Sauf que les archéologues ont très bien démontré que le registre fossile en fait était très clair là-dessus. Il y avait beaucoup plus de chances à l'époque, il y a 10 000 ans, lorsqu'on était dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, on avait beaucoup plus de chances de mourir sous le coup d'un être humain, d'un autre être humain, qu'aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup. Les sociétés d'alors étaient beaucoup plus violentes et beaucoup plus brutales entre eux, entre êtres humains, que ce que l'on est maintenant aujourd'hui. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Et c'est une croyance qui est assez répandue, je trouve. Pareil, de la même façon, on a tendance à croire aussi que les chasseurs-cueilleurs d'époque étaient en harmonie avec la nature, vivaient en harmonie avec la nature. Et là, pareil, le registre fossile est très clair. À chaque fois que l'Homo sapiens est arrivé dans une nouvelle région du monde, il a décimé la nature, il a décimé la faune sauvage, en particulier les mammifères de plus de 50 kg. Par exemple, avant que Homo sapiens n'arrive en Europe, il y avait des grands troupeaux de bisons sauvages, des rennes, des chevaux sauvages aussi, des mammouths, et on les a quasiment tous exterminés. D'après certains scientifiques, la population d'oiseaux, par exemple, a été divisée par 100 par rapport à il y a 10 000 ans. Et c'était déjà une énorme réduction, en fait, bien avant le début de l'ère industrielle. Un autre phénomène aussi est que la plupart d'entre nous avons peur de la confrontation directe. Et pourtant, il est impossible dans la vie de tous les jours pour que nous ayons absolument tout ce qu'on veut sans avoir jamais besoin de s'affirmer d'une manière ou d'une autre, sans avoir besoin de temps en temps d'affirmer un minimum d'agressivité. Et certaines personnes n'arrivent pas du tout à exprimer leur agressivité et du coup elles essayent de passer par des moyens détournés, en donnant des critiques, en faisant des commentaires un peu déplacés ou un peu subtils, histoire d'exprimer une certaine agressivité de manière subtile, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle le comportement passif-agressif. Par exemple, ce sont des gens qui vont vous féliciter de quelque chose, mais qui juste derrière vont glisser un petit commentaire pour vous mettre le doute, par exemple. On voit aussi que ce sont des gens, par exemple, qui peuvent dire quelque chose, mais leur body language, donc leur communication non verbale ne va pas être en accord avec ce qu'ils vont dire. Peut-être ils vont avoir beaucoup de tension en eux, on va sentir une agressivité physique dans leur timbre de voix, et pourtant ce qu'ils vont dire ne va pas être en accord avec ça. Vous voyez, bien tout cela, c'est le comportement passif-agressif. Pour bien comprendre, ici, Robert Greene nous dit que l'agressivité n'est pas le vrai problème, en réalité. Car notre énergie, qu'elle soit positive ou négative, ne sont en réalité que les deux facettes d'une même pièce. D'après Robert Greene, vraiment le véritable problème, c'est la manière dont on contrôle notre énergie. Et l'idée ici, c'est que l'on peut réorienter cette énergie-là vers quelque chose qui serve nos intérêts. Ça, c'est vraiment la grande thèse du livre de Robert Greene. Dans tous les chapitres qu'on a vus jusqu'alors, il y avait une version de cette idée. Et l'idée, une fois qu'on l'a développée, alors on arrivera à retrouver notre audace de jeunesse et on arrivera à être plus authentique. Pour arriver à ça, on a 3 stratégies.
La première stratégie, c'est l'ambition. Alors aujourd'hui, cela peut être mal vu de d'afficher clairement ses ambitions. Mais lorsqu'on était enfant, on n'hésitait pas du tout à imaginer des scènes d'un futur glorieux. Et une fois adulte, on a tendance à étouffer ça par peur des moqueries. Aujourd'hui, les gens sont très jaloux des accomplissements des autres, ce qui fait qu'on a tendance à ne pas trop parler de nos propres ambitions. Mais Robert Greene ici insiste, c'est vraiment une erreur. Le fait de rabaisser vos ambitions de jeunesse, c'est un manque de respect pour vous-même. Du coup, vous croyez ne pas avoir à mériter justement tout cela et cela baisse votre énergie. Alors qu'au contraire, Robert Greene insiste, vous devez complètement embrasser l'enfant qui est en vous. Vous devez vous rappeler de vos ambitions de jeunesse. Écrivez-les les plus spécifiquement possible. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez créer? Est-ce que vous vouliez créer une entreprise, un produit, faire de l'art, créer une association? Peu importe, mais soyez spécifique, soyez très clair sur ce que vous vouliez faire. Deuxième chose, visualisez votre objectif. Fermez les yeux et essayez d'imaginer votre objectif. Et soyez le plus clair possible. Imaginez aussi ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelles compétences vous devez acquérir? D'accord? Et pour ça, faites-vous des petits challenges, faites-vous des objectifs, mettez-vous des objectifs et à chaque objectif que vous vous mettez, mettez-les un petit peu au-dessus de vos capacités actuelles. Comme ça vous poussera à développer vos compétences et à aller chercher l'étape du dessus. Et dès que vous avez atteint cet objectif, passez au suivant avec un challenge un peu plus élevé. L'idée et la clé de tout, c'est le niveau de désir et d'énergie que vous mettez dans chaque projet. Et dans ces cas-là, alors, vous n'avez plus aucun doute ni aucun sentiment de culpabilité. L'idée, c'est que vous êtes complètement aligné avec vous-même, complètement en harmonie avec votre nature profonde. Et croyez-moi, vous serez récompensé pour ça. La deuxième stratégie, c'est la persistance. Lorsque l'on est enfant, on n'hésite pas du tout à insister très lourdement des fois pour avoir quelque chose, lorsqu'on a envie de quelque chose. Et c'est quelque chose que l'on perd avec l'âge. Ce qui fait que beaucoup d'adultes, une fois qu'on rencontre un problème, beaucoup d'adultes se disent « Ah là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je me sens vraiment capable de faire ça ?» Et cela montre que on a énormément peu de confiance en nous. On a très peu de confiance en nos propres capacités, en nos propres compétences. Et cela nous donne beaucoup moins d'énergie pour agir. On a moins d'énergie et donc on a moins de résultats, ce qui amène encore moins de confiance en nous et du coup on finit par abandonner très vite. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important dans la pensée de Robert Greene qui dit que il n'y a presque rien dans ce monde qui résiste à l'énergie humaine persistante. La quantité, le nombre de gens hyper successful qui ont réussi et qui ont utilisé cette stratégie-là est absolument impressionnante. Thomas Edison, Marie Curie, Albert Einstein, Charles Darwin, bref, tellement de gens comme ça qui ont compris la valeur de la persistance. Et tous ces gens-là ont utilisé justement cette persistance-là pour améliorer leurs croyances personnelles ainsi que leur niveau d'énergie. Exactement comme disait Hannibal d'ailleurs dans sa devise. Dès qu'il avait un objectif en tête, il se disait toujours « soit je vais trouver le moyen, soit je vais créer le moyen ». La troisième stratégie de Robert Greene, c'est la colère. Imaginez quelqu'un qui bloque votre avancée, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, ok? Imaginez quelqu'un comme un patron ou un supérieur hiérarchique qui arrive et qui vient critiquer votre travail. Il n'écoute pas du tout ce que vous avez à dire, hein. Il a ses propres idées, il a ses propres clichés dans la tête et il regarde votre travail et il dit « Oh là là, non, ça c'est de la merde » et il n'écoute même pas ce que vous avez à dire. Imaginez bien ça, voyez? Ressentez véritablement cette énergie de la colère, vous voyez? Et l'idée de Robert Greene, c'est que l'on peut utiliser cette énergie pour la réorienter vers quelque chose de productif. En réalité, d'après l'auteur, la colère est véritablement toxique à partir du moment où on cherche un bouc émissaire, où notre énergie est dirigée vers un bouc émissaire. Par exemple, certaines personnes, lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils veulent, cherchent ou accusent plutôt quelque chose ou quelqu'un de les empêcher de réussir. Par exemple, ils accusent leur famille, leur patron, le gouvernement, quelques associations que ce soit, des concurrents, des collègues, des adversaires. Peu importe, ils cherchent un bouc émissaire pour ne pas avoir à faire leurs propres efforts. En réalité, le fait de chercher un bouc émissaire est une couverture, un camouflage pour masquer un manque d'effort de leur part, un manque de compétences et ils cherchent comme ça à se dédouaner. Alors qu'au contraire,
Si on assume complètement notre part d'échec dans ce que l'on fait, eh bien alors on se donne aussi la possibilité d'améliorer nos propres processus. Si on n'arrive pas à réaliser quelque chose, alors on peut changer notre mentalité, on peut changer nos ressources, changer notre organisation, vous voyez. Et là, à ce moment-là, alors on s'améliore. Alors qu'en réalité, si on cherche un bouc émissaire, eh bien on fait du surplace et on dépense notre énergie à quelque chose qui est inutile. Une colère dirigée sur une seule et unique tâche à réaliser permet justement de faire baisser cette colère en fait, étonnamment. On passe alors d'un stade d'ébullition totale de nos émotions à plutôt une cuisson lente. On garde une certaine énergie mais plus sur le long terme et alors on a plus la capacité de réfléchir et de maintenir notre énergie comme ça sur une longue période. Et c'est tout pour moi pour cette vidéo, pour ce chapitre numéro 17 du livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene. On se retrouve la prochaine fois pour la toute dernière loi qui va parler du déni de la mort.